Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est une histoire complètement folle qui a retourné encore une fois à l'Amérique à l'époque. On a retrouvé littéralement quelqu'un qui avait cuit dans une chaudière dans une entreprise aux USA. Cette histoire, on l'a appelée à l'époque le mystère du squelette de la chaudière de Georgia Pacific. Georgia Pacific, c'est le nom de l'entreprise dans laquelle on a retrouvé cette personne qui avait cuit. À noter que l'histoire industrielle américaine, elle regorge de mystères complètement incroyables et souvent pas résolus. Mais peu d'histoires sont aussi troublantes que celle dont je vais vous parler aujourd'hui. On est au cœur de la ville côtière de Bellingham, dans l'État de Washington, et le 20 septembre 87, la découverte de ces restes humains carbonisés dans une chaudière industrielle de l'usine Georgia Pacific va marquer le début d'une enquête complètement incroyable. On est donc le 20 septembre 87 et cette journée, elle s'annonce totalement banale, une journée comme d'habitude où les gens vont travailler. On est à Bellingham. Cette ville est située à proximité de la frontière canadienne et Bellingham, elle vit au rythme de ses industries et notamment de l'usine Georgia Pacific qui, elle, en fait, est au bord d'une baie. Il est précisément 5h21 du matin lorsque Roy Harris, un employé de l'usine, commence sa journée de travail tout à fait lambda. Mais à ce moment-là, le calme matinal va être rompu par une alarme, un détecteur de fumée qui a détecté visiblement quelque chose. À noter que ce type d'alerte, il n'est pas inhabituel dans cet environnement industriel complexe où il y a énormément de problèmes, voilà, il se passe des choses, pas forcément des choses graves, mais les gens sont pas plus alarmés que ça d'entendre ça. Et donc cette alarme, elle va être notifiée sur la chaudière numéro 9 qui est utilisée seulement de façon intermittente pour préchauffer la vapeur destinée au moulin à pâte et à papier. Alors Harris, c'est un professionnel consciencieux, donc qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va aller voir la chaudière qui est en train de sonner, il va aller vérifier, inspecter, et visiblement, il découvre une espèce de fuite de vapeur qui est plutôt courante. À ce moment-là, il va grimper jusqu'au sommet de la structure, et tout en haut, il y a un couvercle d'environ 1,20 m de large, et ce couvercle, d'habitude, il est laissé ouvert pour justement faciliter l'accès à la maintenance, mais ce que Harris découvre en se penchant au-dessus de l'ouverture n'a rien à voir avec une banale fuite de vapeur. À environ 5 mètres en contrebas dans l'espèce de chaudière, le gros tube en ferraille, sur une grille composée de 11 tuyaux parallèles, gisent les restes humains de quelqu'un. Plus tard, évidemment, il va y avoir une autopsie qui va conclure que le corps a été partiellement carbonisé, c'était quasiment que des os. La scène, elle va présenter des éléments extrêmement troublants. Notamment, les vêtements sont dispersés sous le corps, suggérant que la victime a peut-être tenté de les utiliser pour se protéger de la chaleur intense ou pour panser ses blessures. Imaginez, vous êtes dans un four, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous protéger avec tout ce que vous avez. Je vous laisse imaginer l'horreur du truc. D'autres indices vont laisser penser que la personne a désespérément cherché un moyen de s'échapper de ce piège mortel. Évidemment, Harris, lui, il est confronté à cette image d'horreur, il va directement appeler ses supérieurs, mais aussi appeler la police pour prévenir de ce qui s'est passé. À ce moment-là, vous avez des agents qui viennent prendre la température sur les lieux sans mauvais jeu de mots et vont contacter le médecin légiste adjoint du comté de Whatcom, qui est le docteur Robert Gibb. À ce moment-là, ce médecin légiste, lui, il est en excursion sur une île, il est en train de se promener. Là, il l'appelle d'urgence. Évidemment, les autorités, à ce moment-là, elles vont entreprendre rapidement d'examiner la scène parce que c'est très troublant. Alors, pour s'imaginer, cette chaudière numéro 9, c'est une grosse structure un peu cubique, carrée, de 3 mètres de côté. Et elle est nichée à proximité d'un mur de briques et de structures de soutien. À noter que pour aller dans cette chaudière, c'était un petit peu plus difficile que les autres qui étaient à côté. Pour atteindre son sommet, vous aviez deux options, soit gravir 3 volets d'escalier métalliques à l'intérieur de l'usine à vapeur, ou alors emprunter un tapis roulant vertical avant de traverser le toit. Une fois sur ce dernier, plusieurs chemins étaient possibles. Vous pouvez alors utiliser une échelle fixée à une passerelle située à la base de la cheminée, ou alors opter pour une ascension plus improvisée, notamment en s'agrippant aux tuyaux et autres éléments de la structure. Autant vous dire que voilà, c'était un peu ghetto de faire comme ça. La deuxième version, c'était plus du parcours que réellement un truc professionnel. Mais vous pouviez le faire. Vous aviez aussi une voie qui était encore moins évidente, qui consistait à sauter d'un toit voisin sur celui d'une petite structure adjacente à la chaudière, puis à s'accrocher à l'extérieur d'une cage métallique protégeant une échelle pour finalement atteindre le sommet de la chaudière numéro 9. Si vous utilisiez ces passages-là, c'est que vous n'étiez pas forcément habilité à grimper sur la chaudière. Là, c'est toutes les possibilités de grimpage qu'on a vu. Ça se dit grimpage? Je suis pas sûr. L'autopsie et les examens médico-légaux, ils vont révéler que la victime est probablement un homme âgé de 25 à 35 ans. On estime qu'il fait à peu près 1m73 ou 1m75, avec un poids entre 59 et 70 kg. L'analyse du bassin, qui est une méthode de référence pour déterminer le sexe d'un squelette, elle va confirmer cette hypothèse avec une forte probabilité, même si vous aviez quelques spécialistes qui vont émettre des réserves sur ces analyses. L'analyse des restes dentaires, il va révéler que la victime, elle a bénéficié de soins dentaires de qualité correcte, avec des preuves d'un traitement de canal radiculaire, mais aussi de plombage en or et en
porcelaine. Et donc ces éléments, ils suggèrent que la personne avait accès à des soins médicaux réguliers et potentiellement coûteux, ce qui pourrait indiquer un certain niveau socio-économique, c'est-à-dire que c'est pas un SDF qu'on a balancé dans cette chaudière et qu'on a fait cuire. Quand il s'agit d'une personne qui a relativement du pognon, l'enquête se fait un petit peu plus vite. On sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. L'examen des ossements, il va mettre en évidence de nombreuses fractures, notamment aux 2 os de la cuisse, à plusieurs os du bas de la jambe, mais aussi sur le bras droit. Ces blessures, elles pourraient résulter d'une chute, du stress thermique subi lors de l'exposition à la chaleur extrême, ou potentiellement une agression qui est antérieure à l'arrivée dans la chaudière. Ça, on a du mal à le déterminer parce que le corps a cuit, donc c'est difficile de dire si c'était post ou ante-mortem, avant ou après la mort. Mais évidemment, dans tout ça, on peut exploiter les vêtements qui sont toujours là. Le pauvre gars, il portait une chemise légère, un jean, une veste en jean et des baskets de taille 41. Il y a un détail qui est important, c'est que ces chaussures n'étaient pas des chaussures de sécurité, donc c'est impossible que ce soit un gars de l'usine parce qu'ils avaient tous des EPI, notamment des chaussures de sécurité dans cette usine, c'était obligatoire, sinon vous ne rentriez pas. Donc c'était soit quelqu'un des bureaux, donc qui avait pas besoin de mettre ses chaussures, soit quelqu'un de l'extérieur. Bon là, il y a un truc qui est extrêmement glauque, c'est que la disposition des vêtements, elle suggère, et on est quasiment sûr, que c'est pour survivre qu'il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a utilisé ses vêtements comme pare-feu. La victime aurait tenté d'enlever son pantalon, sans doute pour soulager la chaleur accablante. Sa veste a été retournée sous son corps, tandis que sa chemise était enroulée autour d'une jambe, peut-être pour improviser un bandage ou se protéger de la brûlure intense. Plus troublant encore, ses chaussettes avaient été placées sur ses mains, probablement utilisées comme gants de fortune lors de tentatives désespérées d'escalade. Le plus terrible dans tout ça, c'est qu'on va retrouver des marques de griffures sur la paroi, donc le gars a essayé de s'agripper, même avec ses ongles, il a marqué le métal. Je vous laisse imaginer l'enfer qu'il a vécu. L'état carbonisé du corps, il a rendu impossible toute analyse toxicologique visant à détecter la présence de drogue ou d'alcool. Alors à la fin des années 80, les tests ADN aussi, ils étaient quasiment inexistants, voire impossibles, et de toute manière, la chaleur extrême, elle avait complètement détruit tout ADN exploitable. C'est d'ailleurs pour ça que les bandits brûlent leur bagnole une fois qu'ils les ont utilisées pour faire un méfait, parce que ça détruit toute trace biologique, notamment l'ADN, les empreintes. Ceci n'est pas un conseil, évidemment. Un truc un peu étrange, c'est que sur cette victime, on n'a retrouvé aucun papier, aucun document plutôt classique qu'on retrouve chez les gens normalement. Donc ce qui a complexifié encore son identification. Pas de portefeuille, pas de chèque, pas de clé, pas de montre, ni même un casque de travail ou une ceinture professionnelle pour le dos. Et un truc très bizarre, c'est qu'on va retrouver un allume-gaz de soudeur qui a été découvert à la base de la chaudière, sous le squelette, mais les enquêteurs n'ont pas pu établir un lien certain avec la victime. Et on pense que les travailleurs d'avant auraient pu oublier tout simplement cet outil. Il y a un indice très étrange qui va rester sur le cadavre, et c'est peut-être l'un des seuls et les plus importants, c'est un billet d'avion qui a été carbonisé, un billet d'avion de Continental. Sur le papier, on arrivait à lire seulement 6 chiffres, mais ce qui est totalement insuffisant pour identifier l'acheteur, le vendeur du billet d'avion ou même l'itinéraire. On a un billet d'avion qui est quand même une pièce qui peut être extrêmement importante, mais on n'a pas assez de visibilité sur les chiffres pour savoir d'où ça vient. C'est quand même extrêmement frustrant. Alors l'usine Georgia Pacific de Bellingham, elle représente un élément significatif du paysage industriel de cette ville portuaire. Elle a été acquise par le groupe Georgia Pacific en 63. Cette installation au bord de l'eau, elle a été exploitée jusqu'à sa fermeture en 2001. Le port de Bellingham, il a ensuite acheté la propriété en 2005 et la majorité des structures ont depuis été démolies pour faire place à de nouveaux développements urbains. L'usine à vapeur ou chaufferie était en fait un bâtiment en briques de 4 étages qui avait été construit initialement en 1938, donc il y a très longtemps, et il comportait 2 chaudières énormes. Alors au fil des extensions, vous avez 8 chaudières supplémentaires qui ont été ajoutées, portant le total à 10 chaudières. Donc c'est vraiment une usine à gaz au sens propre du terme. Cette installation a été cruciale pour le fonctionnement de l'usine, brûlant des déchets de bois, du pétrole, du diesel, du gaz naturel pour produire de la vapeur nécessaire aux opérations de production, ainsi que pour chauffer des laboratoires ou des bureaux. Les différents niveaux, passerelles, échelles et tuyaux créaient un véritable labyrinthe tridimensionnel extrêmement difficile à appréhender pour toute personne qui était extérieure à ce lieu, et même les gens qui étaient à l'intérieur, parfois ils pouvaient se perdre. Ça me fait penser au fond d'écran Windows à l'époque, là où vous aviez les tuyaux, je vous mettrai un petit passage. Quand ça passait en veille, là il y avait des tuyaux partout. Je sais pas pourquoi j'ai cette image. Et donc cette chaudière numéro 9 où on a retrouvé le pauvre gars qui visiblement a cuit, a été située bien planquée dans un endroit derrière les tuyaux, vraiment au fond. Et donc c'est pas étonnant que pendant très longtemps, il peut se passer des choses là-bas sans qu'on s'en aperçoive, notamment qu'il y a un mec à l'intérieur. Évidemment la police elle va recueillir des témoignages des gens qui bossent dans l'usine, et visiblement la sécurité c'était pas une priorité. Selon
Don Wines, responsable des opérations chimiques à l'usine, il n'existait pas de clôture sécurisée le long des voies ferrées traversant le site. Vous aviez des gardiens qui patrouillaient sur la propriété 24 heures sur 24, mais les caméras de sécurité n'étaient pas encore d'usage courant. Et même le directeur Howard McDonnell, il dit que c'était facile à l'époque pour quelqu'un d'entrer et sortir, sans problème. Alors si le directeur dit ça, je vous laisse imaginer la qualité de la sécurité. Généralement, 4 à 6 employés travaillaient simultanément dans l'usine à vapeur. L'environnement était sous-embruyant et les employés opéraient parfois depuis l'intérieur de bureaux fermés, ce qui évidemment limitait leur capacité à voir si quelqu'un entrait, venait faire des choses, venait mettre quelqu'un dans une chaudière pour le faire cuire, par exemple. Pour comprendre pourquoi il y a un mec qui a été placé dans une chaudière à ce moment-là, notamment la numéro 9, il faut retracer un petit peu ce qui s'est potentiellement passé. Comme on l'a vu au début, cette chaudière, elle était utilisée de manière intermittente. Parfois elle fonctionnait, parfois elle ne fonctionnait pas. Ce qui va expliquer déjà pourquoi on va pas la vérifier absolument tout le temps. Selon les rapports disponibles, la chaudière, elle a été mise en fonctionnement pendant 34 heures consécutives du 17 au 18 septembre 87. Ça, c'était 2 jours avant la découverte du corps. Donc on imagine que le mec a cuit à cette période. Donc cette période d'activation, elle va correspondre à un jeudi et un vendredi, s'arrêtant probablement en fin de journée, le vendredi 18 septembre. Ce timing, il est à retenir car il va permettre d'établir que la victime, si elle était encore vivante à ce moment-là, aurait été soumise à des températures extrêmes, ce qui expliquerait l'état carbonisé des restes. Notamment une température sur du long terme, plusieurs heures. Comme les Américains, ils font là des briskets. C'est un petit peu ça, un brisket de 34 heures. Alternativement, si la personne était déjà décédée avant cette activation, ses restes auraient néanmoins été soumis à ce même processus de carbonisation et ça n'aurait pas changé grand chose, sauf qu'on n'aurait pas retrouvé des marques de griffures sur la paroi qui sont absolument terrifiantes. Sauf que voilà, les médecins légistes, ils vont estimer que la victime se trouvait à l'intérieur de la chaudière depuis plusieurs jours à plusieurs semaines avant sa découverte. Donc c'est peu probable finalement que ce soit à cette période qu'il est cuit. Mais il y a une question fondamentale qui reste, c'est comment et pourquoi quelqu'un s'est-il retrouvé dans cette chaudière numéro 9? Les enquêteurs ont conclu que la victime était entrée par le haut de la structure et non par la trappe d'accès latérale. Cette conclusion se base notamment sur 2 observations. Premièrement, les écrous sur les boulons de la trappe étaient rouillés et il a fallu près de 2 heures aux policiers pour l'ouvrir. Deuxièmement, cette trappe ne pouvait être verrouillée de l'intérieur. À ce moment-là, plusieurs scénarios vont être imaginés pour expliquer cette entrée par le sommet. La personne aurait pu s'introduire délibérément dans l'usine et grimper jusqu'au sommet de la chaudière pour l'explorer avant de tomber accidentellement à l'intérieur. Une espèce d'urbexeur comme ça qui aurait fini cuit. Hypothèse numéro 2, l'autosuppression, le mot qu'on ne peut pas prononcer, on l'écrirait ici. La victime en dépression aurait pu choisir ce lieu isolé pour sauter dans la chaudière et voilà, faire ce qu'elle avait à faire. Ce qui est quand même relativement hardcore, hein, on va pas se mentir. Cependant, les preuves qui suggèrent des tentatives d'évasion vont contredire partiellement cette hypothèse. C'est pas parce qu'il voulait sauter intentionnellement dedans qu'il va pas essayer de s'échapper après parce que ça le fait brûler à mort. Mais bon, dans ce genre de cas, souvent, voilà, il y a pas trop de lutte. Enfin, c'est ce que la police a imaginé. Hypothèse numéro 3, et la plus probable, un acte criminel. Une tierce personne aurait pu contraindre la victime à monter jusque dans la chaudière ou la transporter inconsciente ou décédée pour ensuite la balancer à l'intérieur et mettre sur thermostat 8. Probablement vivante, encore une fois, à cause des traces de survie qu'on a pu trouver à l'intérieur. Ce que va chercher la police à faire maintenant, c'est déterminer quand est-ce que la personne est rentrée dans cette chaudière. On va penser au week-end de la fête du travail qui est entre le 4 et le 7 septembre 87 parce que cette période de 3 jours où l'usine était probablement fermée ou fonctionnait avec un personnel réduit aurait pu offrir une opportunité idéale pour une intrusion non détectée. On va penser aussi entre le 8 et le 17 septembre 1987, cette fenêtre de 9 jours, elle précède immédiatement l'activation de la chaudière du 17 au 18 septembre. Et si la victime était entrée durant cette période, elle aurait pu succomber à ses blessures ou à la déshydratation avant même que la chaudière ne soit allumée. Date numéro 3 imaginée, on va penser que c'était entre le 19 et le 20 septembre 87. Alors là, c'est moins probable en raison de l'état carbonisé des restes, qui suggère une exposition à la haute température durant plusieurs jours. Il y a quelque chose qui est relativement embêtant, c'est qu'il n'y a aucune victime qui a été déclarée disparue dans ces périodes-là. C'est encore plus compliqué de trouver. Alors dès la découverte du corps, les autorités elles vont entreprendre une série de démarches visant à identifier la victime évidemment. L'effort initial il s'est naturellement concentré sur l'usine et sa main-d'œuvre. En coordination avec Georgia Pacific, la police elle a rapidement déterminé que la victime n'était pas un employé de l'usine ou un travailleur contractuel. Cette conclusion elle s'appuyait sur 3 constats. Aucun travailleur n'avait été signalé comme manquant à l'appel, aucun chèque de salaire n'était resté non réclamé. Autant vous dire que ça, tout le monde était présent, mais aussi aucun véhicule abandonné n'avait été retrouvé à proximité de l'usine. De plus,
plus, et pour rappel, l'absence de chaussures à bout dur typique des travailleurs industriels, ou plus communément appelées chaussures de sécurité, renforçait l'hypothèse qu'il ne s'agissait pas d'un employé du site. Et donc ces premières étapes, elles ont permis d'orienter les recherches vers l'extérieur de l'entreprise. Quelques mois après la découverte, dans une tentative de faire progresser l'enquête, la police a publié un croquis médico-légal représentant ce à quoi la victime aurait pu ressembler. Ce dessin, réalisé par le bureau d'identification de l'État d'Oklahoma, dépeignait un homme aux cheveux hirsutes, avec un long visage et des joues enfoncées. Ce portrait robot, accompagné des résultats de l'autopsie, a été diffusé auprès de nombreux organismes juridiques à travers les États-Unis, et tout ça sans résultat. Des fois, ça ne veut pas. Après avoir travaillé sur l'affaire jusqu'en 93, la police de Bellingham, elle a mis l'enquête en suspens. Et ce n'est que 6 ans plus tard, en 99, que le détective Al Jensen a réouvert le dossier, suite à un nouveau développement. Un employé du service de police, formé aux techniques de reconstitution faciale médico-légale, avait réalisé un second portrait de la victime, présentant cette fois un homme aux cheveux courts, avec un nez plus bulbeux. Et au lieu d'avoir des joues creuses, comme il l'avait dessiné la première fois, là il avait des joues pleines. Autant vous dire que voilà, les deux portraits robots étaient diamétralement opposés. Lequel est bon? Probablement le dernier. On est d'accord que c'est pas tout à fait la même personne quand on voit les deux photos. Jensen, il va d'abord envoyer l'image aux autorités juridiques, tout ça pour vérifier si elle correspond à des personnes qui auraient pu disparaître dans l'année avant ou après la découverte du squelette. Évidemment, rien ne ressort. Il ne trouve rien. Donc il va élargir comme ça à 3 ans avant et 3 ans après la découverte du squelette. Là, il commence à ratisser extrêmement large, ça veut dire que ça devient compliqué. En ratissant extrêmement large comme ça, ils vont finir par avoir vaguement quelque chose. On va trouver une correspondance partielle avec quelqu'un, notamment un homme qui est porté disparu à Vancouver, en Colombie-Britannique au Canada. Cependant, aucune preuve n'a pu être établie que cet individu avait traversé la frontière pour se rendre à Washington. Et l'absence de données ADN, d'empreintes digitales ou de dossiers dentaires a rendu impossible toute confirmation définitive. Autrement dit, c'est presque finalement un crime parfait. Il vous reste plus qu'à acheter une chaudière. Alors, au fil des années, la police, elle a élaboré et examiné diverses théories pouvant expliquer comment et pourquoi une personne aurait pu se retrouver à l'intérieur de la chaudière numéro 9. Ça, c'est une théorie qui va plaire à tous ceux qui aiment pas les écolos. Figurez-vous qu'il y avait pas mal d'écologistes qui étaient contre cette usine qui polluait quand même pas trop mal. Oui, parce que la police va aller vérifier dans des groupes écologistes s'il manque pas du monde, notamment une personne qui pourrait être finalement cette personne dans cette chaudière, qui aurait pu militer, s'infiltrer dans l'usine, finalement s'enfermer sans faire exprès dans une chaudière, et cuire comme un brocoli à vapeur. Mais voilà, encore une fois, rien du tout. Aucun membre d'une quelconque association écolo ne manquant à l'appel. Il y a une explication qui va retenir l'attention des enquêteurs, c'est une farce ou une blague qui a mal tourné. J'aime bien le mot farce. Ça me fait penser à une farce de dinde. Pourquoi cette théorie va retenir l'attention des enquêteurs? Eh bien, c'est parce qu'elle vient d'un témoignage qui a été recueilli suite à un article du Bellingham Herald en 2006. Vous avez un ancien employé de l'entreprise qui s'appelle Mead Baker Plewood qui a rapporté au détective Jensen avoir discuté avec une personne qui visitait l'usine de Bellingham en 1987. Tout ça après la découverte du squelette. Cet étrange visiteur aurait mentionné que lui et quelques amis s'introduisaient régulièrement dans l'usine pour escalader les structures par amusement, aidés par un membre du groupe qui y travaillait. Selon ce témoignage, lors d'une récente sortie, vous avez un nouveau membre du groupe originaire de New York qui se ne serait pas présenté au point de rendez-vous au moment de partir de l'usine. À ce moment-là, l'enquêteur va contacter l'État de New York pour voir s'il y a un profil qui correspond, et effectivement, la police de New York va lui dire oui, on a 5 personnes qui ont disparu, c'est un peu étrange. Là, ils vont faire des comparaisons. Malheureusement, encore une fois, rien ne colle, ce ne sont pas eux. En 2006, vous avez un témoignage intriguant qui est venu ajouter une nouvelle dimension à l'enquête. Richard Severson, qui est un ingénieur en vapeur à l'université Western Washington, a déclaré au Bellingham Herald qu'il avait fait visiter l'usine à vapeur de l'université à une femme inconnue à la fin de l'été 87. Tout ça, évidemment, peu avant la découverte du corps. Selon Severson, cette visiteuse était une femme blanche qu'il décrit comme très mince, âgée d'environ 35 à 45 ans, mesurant entre 1m63 et 1m68. Elle avait les cheveux courts, de couleur brun clair à moyen clair, et portait un coupe-vent, un chemisier tissé, un jean et des chaussures de tennis. Tenue qui ressemble très bizarrement à celle qu'on a retrouvée dans la chaudière à côté du corps. Sauf que le corps, quand on l'a vu, c'était très vraisemblablement un homme. Mais ce qui rend ce témoignage particulièrement pertinent, eh bien c'est le comportement inhabituel décrit par Severson au cours de la visite. Ils sont arrivés près d'une petite chaudière en fonctionnement, et là la femme à côté de la chaudière, quand elle visitait l'usine, elle a dit « Est-ce que on peut entrer dans la chaudière ?» C'est-à-dire qu'elle a vraiment demandé ça. Et donc face à
cette requête, pour des mois étranges, Severson l'a plutôt guidée vers une chaudière inactive. Le comportement de cette femme qui a suivi, il était encore plus bizarre. La femme, elle est entrée dans la chaudière inactive, elle s'est assise sur des tuyaux à l'intérieur, puis elle est ressortie et re-rentrée à plusieurs reprises, démontrant une fascination inexplicable pour ce lieu potentiellement dangereux. Elle voulait cuire, on dirait qu'elle voulait cuire. Évidemment, Severson, il était plutôt perturbé par cette attitude. Lui, il avait pas l'habitude de voir des gens contents d'entrer dans des fours qui montent à 500 degrés. Et finalement, il a demandé à cette visiteuse un peu étrange de quitter les lieux. Et c'est quelques semaines plus tard qu'on a finalement retrouvé ce squelette à l'intérieur, avec les vêtements. Ce témoignage, il a conduit à s'interroger sur la possibilité que la victime ait été une femme et non un homme, comme initialement déterminé. Je vous rappelle qu'il y avait des petits doutes qui subsistaient, parce qu'à l'époque, les techniques, elles n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Pour savoir si on a affaire à un homme ou une femme, on mesure le bassin, et c'est une donnée qui est plutôt fiable. Sauf qu'il existe une certaine marge d'erreur. Parfois, il y a des femmes qui ont un bassin d'hommes, et inversement. Tout n'est pas linéaire dans notre monde, et oui, il y a des exceptions. Malgré cette nouvelle piste, les enquêteurs sont restés convaincus que la victime était un homme. Le docteur Gibb a notamment fait remarquer qu'aucun organe reproducteur féminin n'avait été identifié parmi les restes carbonisés, ce qui va tendre à confirmer l'hypothèse initiale qu'il s'agissait d'un homme. On est maintenant en août 2004, donc quelques années après quand même. La police de Bellingham, elle a mis fin à son enquête, estimant que toutes les pistes avaient été explorées et que l'identité de la victime restait indéterminée. Les restes devaient donc être soit incinérés ou alors enterrés. C'est un peu comme brûler du charbon, vous me direz. Oui, dans le comté de Whatcom, il est courant que les restes des personnes sans ressources soient incinérés. Et les urnes sont ensuite stockées dans une voûte commune au Greenacre Memorial Park. C'est marrant parce que cette histoire, elle me fait penser à un truc à Nantes, dans ma ville natale. J'ai toujours entendu une histoire qui racontait qu'un mec était tombé dans un des pylônes du pont de Cheviré. Il y a un énorme pont à Nantes. Et donc dans l'un de ces piliers, il y aura un mec qui serait tombé dans le ciment encore frais. Et il y serait encore. Voilà, c'est toute une légende, je pense. Mais la légende, parfois, elle est vraie. Dans tous les cas, j'espère encore une fois que vous aurez apprécié. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Mes chers amis, mes chers abonnés, je vous dis à la prochaine encore une fois. À très vite chez Pertouni. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.